Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans 52 minutes avec. Mais qui a osé utiliser un jour l'expression « être muet comme une pierre » ? Les pierres parlent, elles peuvent même être très bavardes, mais elles ne révèlent que la vérité à ceux qui savent les écouter et décoder leur langage. Nous avons avec nous aujourd'hui un homme qui écoute les murmures des pierres, qui les fait parler, qui les comprend. Certains décrivent l'archéologie comme la plus noble des recherches parce qu'elle nous inculque par sa minutie et sa rigueur, la patience, et par l'interprétation que l'on doit faire des recherches, la sagesse. Pour d'autres, le premier moteur de la recherche archéologique, sous toutes ses formes, est l'émerveillement, le désir d'une connaissance historique exacte qui ne vient qu'après. Notre invité d'aujourd'hui est un archéologue passionné, curieux et rigoureux. Pour lui, le monde et nous, tous, sommes des fabriques à souvenirs. Nous multiplions les débris, les artefacts, les antiquités. Nous sommes des traces dans des traces. Son métier, sa raison de vivre est justement de traquer ces traces et de transmettre l'envie de le faire. Il a compris très jeune que le patrimoine culturel, historique, archéologique est indispensable pour préserver notre identité et notre mémoire collective, qu'il est le lien avec notre passé et guide notre avenir. Pour son plus grand bonheur, il vit dans un Eldorado archéologique. Le Maroc a une impressionnante profondeur historique et une grande diversité. Il est considéré aujourd'hui comme l'un des grands hubs mondiaux de cette discipline. Au Maroc, l'archéologie a gagné en popularité ces dernières années auprès du grand public grâce à des institutions comme l'INSAP, grâce à l'engagement de l'État, mais aussi grâce à la passion et à la rigueur d'hommes et de femmes comme notre invité de ce soir, M. Abdeljalil Bouzouguer, archéologue titulaire de 2 doctorats, l'un en géologie du Quaternaire et préhistoire et l'autre en archéologie. Il est aussi directeur de l'INSAP, l'Institut scientifique national de l'archéologie et du patrimoine de Rabat. Il est entre autres à l'origine de la découverte dans la grotte de Bizmoun à Essaouira de la plus ancienne parure au monde, une découverte qui lui a valu de nombreuses distinctions. Il est depuis 2006 président de la Commission scientifique internationale des sciences préhistoriques et proto-historiques. Il a aussi dirigé des masters, intervenu dans des masters à des universités comme celle de Cadiz en Espagne, en Allemagne à Max Planck, à Oxford ou encore à Harvard. Il est également membre du Conseil permanent de l'Union internationale des sciences préhistoriques et proto-historiques, membre du comité scientifique international du musée d'anthropologie préhistorique. Il a été d'ailleurs nommé par décret par le prince Albert de Monaco. Il est membre honoraire de l'Institut royal d'anthropologie en Grande-Bretagne et en Irlande. Monsieur professeur Bouzouguer, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté pour l'invitation. On s'intéresse de plus en plus au Maroc à l'archéologie et ça fait plaisir. Et les dernières découvertes rendent cette discipline jusque-là plus ou moins inconnue des profanes populaire. Les gens se passionnent pour l'archéologie. Moi, je voudrais savoir comment est née votre passion à vous pour l'archéologie. Vous êtes né à Marrakech, de père militaire. Vous avez grandi dans un quartier un petit peu multipote où il y avait des Marocains, des étrangers. Mais à quel moment vous avez commencé à vous intéresser à l'archéologie? Est-ce qu'il y avait un événement particulier? Merci pour l'invitation. C'est moi. C'est vrai, j'ai commencé en fait, à s'intéresser à l'archéologie en fait, un peu très tôt. Précisément à l'âge de 12 ans. Et j'avais en fait, un professeur de français, elle est française, son nom est Nivy Nicole, et il nous a montré à l'âge, en fait, à des gamines avec nous, avait à peu près le même âge, de 12 ans, et il nous a montré des pierres.
Maintenant, je sais ce qu'il nous a montré à l'époque. C'était quoi? C'était en fait ce qu'on appelle, nous, en jargon archéologique, des outils lithiques, c'est-à-dire des outils en pierre qui ont été fabriqués par des groupes préhistoriques il y a des milliers d'années. Comme des silex ou des... C'était des silex, oui. Et donc, ces silex, maintenant, je sais qu'ils avaient au moins, en fait, des milliers d'années, au moins 20 000 ans ou 40 000 ans. Et ils nous parlaient, en fait, de ça. Ils nous disaient, voilà, ils ont des milliers d'années, c'était les anciens, les ancêtres de nos couteaux, de nos fourchettes, etc. C'était lors de cours de sciences naturelles ou non, enfin, c'est un prof de français. Ah oui, mais qui s'intéressait oui, s'intéresse, en fait, à ce type, en fait, je dirais, de thématique, l'archéologie, oui. ce type de discipline. Et ça c'est quelque chose qui m'a marqué. Et c'est le déclic, en fait, c'était là le déclic, le grand, ou bien le coup de foudre. Oui. Et j'ai commencé, en fait, à s'intéresser à l'archéologie. D'ailleurs, je lui posais à la fin du cours, c'était pas un cours, c'était en fait, de temps en temps, il marque comme ça une pause pour nous parler de pas mal de choses. Et ce jour-là, c'était l'archéologie, en fait, c'était ces pierres qu'il nous a montrées. Et voilà, à la fin du cours, je lui ai posé la question, il dit, Madame, je veux devenir archéologue. À 12 ans. À 12 ans, qu'est-ce que je dois faire? On m'a dit, il faut bien étudier. Déjà. D'abord, il a mentionné en fait la passion. Et je peux vous assurer que depuis en fait cet âge, ça m'a pas quitté, en fait, cette passion. Et j'ai commencé à lire. Enfin, je lisais beaucoup, même étant petit. J'adorais en fait les bandes dessinées, les livres, soit en français, soit en arabe, à l'époque. Et elle m'avait dit une chose, elle m'avait dit, vous savez, mais il faut aussi, à cet âge d'ailleurs, elle m'a dit, ouais, il faut s'intéresser aussi à l'anglais. Parce qu'il semblait que c'est beaucoup plus les anglo-saxons en fait, les plus grandes recherches, voilà, qui maîtrisent beaucoup plus ce type en fait de discipline et les techniques, les approches de ces disciplines. Et à cet âge-là, je n'ai pas pu. Mais plus tard, c'est vrai, je me suis consacré beaucoup plus en fait à cette langue, d'ailleurs que j'aime beaucoup. Oui. Et voilà, c'est parti de là. Et cette passion ne m'a jamais quitté jusqu'à maintenant en fait. Alors la passion, vous l'aviez à ce moment, c'était un déclic, une rencontre. Il faut aussi beaucoup de rigueur. La rigueur, ça venait de votre père, militaire, ou bien il n'y a pas de lien? Vous êtes rigoureux et minutieux de nature? La rigueur est venue de deux femmes. Ah, c'est pas de votre père. J'étais en fait, sans trop s'étaler en fait sur le sujet, je dirais, j'étais élevé par deux femmes. Non, étalez-vous, non, on veut savoir. C'est beaucoup plus. J'étais élevé par deux femmes, bon, comme il y avait beaucoup, enfin, dans n'importe quel couple, il y a des problèmes, etc. Donc oui. moi, j'étais élevé par ma mère et ma grand-mère. Et c'est beaucoup plus ma grand-mère. Les deux sont à Mazir, comme mon père d'ailleurs. Et ma grand-mère, elle était très rigoureuse, jusqu'à la limite, je dirais, d'être sévère aussi. Et je pense que c'est ce que j'ai hérité d'elle. J'étais élevé comme ça, je suis je dirais, le dernier, oui. le plus jeune dans ma famille. Mais je pense que enfin, tous mes frères et mes sœurs étaient élevés de la même manière. Donc, en fait, dans la rigueur. Vous avez été élevé par des femmes fortes? Vous savez, des femmes qui avaient en fait, la tâche d'élever en fait, 5 enfants toutes seules. Donc, elles ne peuvent être que forte, obligée d'être forte. Voilà. Alors, vous allez décrocher votre bac. On est à Marrakech, vous êtes à Marrakech. Il y a un institut scientifique d'archéologie qui est à Rabat. Moi, quand j'ai eu mon bac, je ne savais pas qu'il existait. Comment vous avez appris qu'il y avait un institut? Est-ce que vous étiez sûr de ce que vous vouliez faire? Parce que vous auriez pu faire l'université et rester à Marrakech, vous auriez pu peut-être faire autre chose. Être certain que c'est ça que vous voulez faire, alors que à l'époque, ce qui était en vogue, ce qui était bien vu, ce qui rassurait les parents, c'est faire médecine, ingénieur, architecte. J'ai eu connaissance en fait de cet institut parce que
j'ai connu en fait au lycée certains camarades qui ont réussi. Et donc j'ai eu connaissance avant mon bac qu'il y a en fait un institut d'archéologie. Et là j'ai commencé en fait à travailler, je dirais, sérieusement et dur. Mais comme plan B, j'avais prévu de partir à l'université de Toulouse. Dès la première année, vous avez été confronté à un choix. Parce qu'il y avait beaucoup de filières, histoire pré-islamique, Oui. anthropologie. Pourquoi vous avez choisi la préhistoire plutôt qu'une autre époque? J'étais très fasciné d'abord par ce qu'on dit, en fait, c'était bouché de perte, mais c'est après que ça m'a beaucoup plu ce qu'il avait écrit. C'est quand les écrits manquent, les pierres parlent. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a marqué plus tard. Enfin, j'ai découvert en fait ces citations plus tard. Mais j'étais vraiment très impressionné par le fait comment on peut dire, de parler aux pierres ou de faire parler les pierres. C'est-à-dire ne pas s'appuyer sur un document écrit, mais plutôt sur des témoins matériels, sur des traces. Ils sont plus fiables. À l'époque, vous savez, c'était pas ça. La marge d'erreur est moins importante. Parce qu'elle ne repose pas sur l'étude d'écrit, justement. Même pas? Non, pas ça? je pense pas. C'est beaucoup plus le goût de la découverte. C'est ça. De la découverte, de la recherche, de l'investigation, de toujours voir ce que peut-être les autres ne peuvent pas voir. C'est-à-dire voir au-delà d'une pierre qui a été taillée fabriquée il y a des milliers d'années. Ce qu'on voit en fait, ou ce qu'on a entre les mains, c'est en quelque sorte, c'est la matière grise de cet humain qui a en fait fabriqué cette pierre. Et donc c'est comme si en quelque sorte, il y a une sorte de conversation à travers cet objet avec en fait des humains qui ont vécu il y a des milliers d'années. Vous étiez bien à l'INSAP. Oui. Oui. Vous étiez même major de promo. Oui. Oui, ça on peut le dire. Vous aviez de bonnes notes dans des matières comme la cartographie ou la géologie. Donc, vous étiez major de promo, je crois, au bout de 4 ans d'études. Et après votre diplôme de second cycle en archéologie préhistorique, vous allez profiter d'un partenariat franco-marocain et vous allez obtenir une bourse d'études pour un DEA qui va vous emmener où? À Bordeaux. À Bordeaux. À Bordeaux. À Bordeaux, il y a un département prestigieux. Qu'est-ce que vous allez étudier à Bordeaux? Toujours la préhistoire, mais plus pointue? Quoi exactement? Déjà, entrer à l'INSAP, c'était un rêve. Mais aller en France, cet institut, on l'appelle l'Institut du Quaternaire, qui a été fondé par un grand préhistorien qui s'appelle François Borde. Ça, je pense, c'est le rêve de tous les préhistoriens à l'époque, ou bien des étudiants qui veulent en fait, je dirais, faire des études en préhistoire. Et là, je me considérais très chanceux et jusqu'à maintenant, je pense que je suis vraiment très fier d'avoir étudié à cette université, parce que c'est une université effectivement très prestigieuse en ce qui concerne la préhistoire. Oui. Et donc c'est là où j'ai préparé ce qu'on appelle, c'est à peu près l'ancêtre du master. Oui, ça s'appelait le diplôme des études approfondies d'abord, le DEA. Exactement, et c'était un DEA en anthropologie biologique et préhistoire. Et moi j'ai opté pour la préhistoire et géologie du Quaternaire par la suite, donc après un an d'études en anthropologie et en préhistoire, et j'ai choisi en fait la préhistoire. Après, vous allez soutenir votre doctorat en 93, corrigez-moi si je me trompe. Tout à fait. Non, 97. 97 ça, c'est les études approfondies en géologie du Quaternaire et préhistoire et anthropologie biologique. 4 ans plus tard, c'est le doctorat en géologie du Quaternaire et préhistoire. Vous avez eu d'éminents professeur dans le domaine. Oui. Et là, on va s'arrêter parce que vous auriez pu rester, vous auriez pu aller où vous vouliez, dans n'importe quel centre de recherche, mais vous allez choisir de revenir au pays
Et là, on va s'arrêter parce que c'est un scénario qui va se répéter et on va découvrir l'objet qui est en lien avec ça, l'objet que vous avez ramené avec vous. On découvre l'objet du professeur Bozougar, l'objet. Votre objet, professeur, c'est écrit « For the best professor, thank you, Abbé ». Oui, oui, exact. Ça, c'est un cadeau de mes étudiants à l'INSAP. C'était en 2021. C'était une surprise, parce que j'ai reçu 3 ou 4 coups de fil pour me dire « Professeur, on a vraiment besoin de vous, est-ce que vous pouvez venir à l'INSAP ?» etc. Et comme ils savent que je suis toujours, en fait, pas toujours présent. Parce que vous avez enseigné d'abord à l'INSAP. J'ai toujours enseigné à l'INSAP. Avant d'être directeur, oui. Tout à fait. Et là, bon, je vais à la salle où on se réunit tous, en fait. Et là, je vois qu'ils avaient, en fait, ils m'ont montré ça avec ça au professeur Zougar, etc. Oui. Et il y avait un gâteau. J'étais vraiment très, très ému et par fierté, j'ai retenu mes larmes. Mais j'ai failli vraiment pleurer parce que voilà, c'était très touchant. Et c'est venu à un moment un peu difficile. Il y avait une raison. Pourquoi ils ont fait ça? C'était pour vous... Parce que j'étais sur le point... retenir? J'étais sur le point de partir. J'allais partir en fait en Allemagne. Ça y est, j'ai entamé toutes les démarches. Et j'allais partir d'une manière progressive, c'est-à-dire d'abord en séjournant en Allemagne pour des périodes plus ou moins courtes avant vraiment de quitter définitivement. Et certains de mes étudiants, bon, je l'ai vu dans leurs yeux et ils étaient vraiment très tristes. Moi aussi. Et je peux vous assurer que quand j'ai vu, en fait, ils étaient, je pense, 7 ou 8, comme ça, avec ce gâteau, avec ce... Il est simple, mais il a vraiment une valeur très... Qu'est-ce qu'il représente? Il représente ce qu'on appelle en jargon archéologique une pièce pédonculée. Une pièce pédonculée, c'est-à-dire qu'elle a un pédoncule et en fait, c'est une armature, si vous voulez. D'accord. C'est-à-dire qu'on fixe sur un arc, sur un javelot, etc. Sur une lance ou sur une pourchassée. Et donc là, pour la lancer sur un animal, oui. ou bien sur un ennemi. Oui, oui. Et là, c'est quelque chose qui est très caractéristique, parce qu'on trouve ça, en fait, certainement l'origine était ici en Afrique. Et c'est à peu près c'était le sujet de mon premier doctorat. Donc, j'ai travaillé sur cette culture, les groupes humains qui ont produit ou réalisé en fait ce type d'outils. Ça s'appelle les Atériens. Et là, c'est pas vraiment l'objet, mais je dirais la symbolique qui se cache derrière. D'abord, c'était un clin d'œil pour me dire, voilà, ils savent que c'est ma spécialité. En fait, c'est beaucoup plus cette période. J'ai un faible pour cette période. Mais aussi, une manière, quand j'ai vu ça, j'ai vu le gâteau, j'ai vu ça, je me suis dit, je ne peux pas tout laisser tomber. Mais c'est incroyable, parce que tout était prêt, vous aviez un projet, vous alliez le faire progressivement. Je sais que vous n'êtes pas malheureux ici, mais tout chercheur a envie d'aller voir ailleurs, bien sûr, pour d'autres découvertes. Avoir peut-être plus de moyens, on le sait, dans les pays développés, il y a beaucoup plus de moyens de recherche. Mais finalement, vous n'êtes pas si pragmatique que ça. Vous avez un grand côté sentimental pour laisser tout ça et rester pour des étudiants. Je ne l'ai pas fait en fait pour les moyens, mais j'avais envie, comme j'ai dit, c'était en fait un moment un peu difficile où j'avais envie en fait de partir parce que je ne me sentais pas très bien en fait dans l'environnement où j'étais. Mais quand en fait, avec ce qu'on m'a offert mes étudiants, là c'était en fait un déclic. Et je me suis dit, finalement, c'est pas parce que j'ai un problème peut-être de ce type que je vais quitter et aller ailleurs. Et là, j'ai décidé vraiment de rester pour deux raisons.
D'abord, en fait, parce que là, c'est comme si mes étudiants m'ont secoué sans vraiment me le dire. Oui, oui. Et pour l'autre raison, c'est que pour mon pays. Est-ce qu'on peut voir des photos avec les équipes de M. Bouzougar ou de l'INSAP? C'est les débuts? C'est les débuts, c'est la deuxième année de l'INSAP. C'est la deuxième année. On voit une autre photo. Oui. Donnez-nous une autre photo. Et là, avec des amis, le monsieur avec la petite barbe, c'est Abdelaziz El-Khiyar. Deuxième photo? Et Khadija Bourchouk. En fait, ça, c'est des recherches. Je ne sais pas où exactement, mais ce sont des fouilles. Oui, ça, c'est à Casablanca. C'est dans une grotte. C'est une belle vue. Oui, en fait, d'en haut, c'est la grotte des rhinocéros. D'ailleurs, on le voit, en fait, certains, en fait, des ossements. Des ossements, on les voit. Les ossements sont les ossements de rhinocéros. D'accord. C'est une grotte. Troisième photo, vous nous passez des photos de fouilles. Celle-là aussi, ça c'est la même période, non? C'est le plus ancien site au Maroc et l'un des plus anciens en Afrique du Nord, c'est la carrière Thomas à Casablanca. Je voilà, savais pas que et toujours, Thomas, vous voyez le trio qui est là. Oui. Avec donc Abderrahim Wahib, Mustafa Namir et moi-même, en fait, c'était des niveaux très encroutés. Le monsieur avec le chapeau américain, c'est Abdallah Laddiwi qui est parti en France, qui est aussi préhistorien, donc les quatre en avaient fait c'est physique aussi. Très physique, mais c'est agréable, parce que là, c'est ce qu'on fouille, c'est des niveaux de maintenant datés de 1,3 million. Eh bien, une autre photo. Ah, c'est là encore. Ah oui, là, c'était en 98. Je me souviens, encore une fois, Abderrahim. et c'est le monsieur qui est au milieu, c'est Luc Wengler, un préhistorien français. Et celui qui est en fait à droite, c'est Rochdi Bornossi, et qui est maintenant le directeur du musée de Banque El Maghreb, qui a fait préhistoire aussi à une certaine époque. Et là, c'est dans la grotte des pigeons à Taforat. Et à l'époque, je ne savais même pas que j'allais travailler ici, c'était juste une visite. C'était juste une visite. Montrez-nous d'autres photos des fouilles. Celles-là, ce sont des fouilles, oui, là, c'est notre professeur, un grand chercheur, c'est Mbrouk Srer. Et le premier qui a en fait qui mène des recherches sur le patrimoine archéologique judéo-marocain. Judéo-marocain. Voilà, dans la région de Tata et pas seulement. Et là, on voit la fille en fait habillée en rouge, des jeans, c'est Hiba Benatir. Et elle aussi, c'est une doctorante qui travaille sur le patrimoine judéo-marocain aussi. Et bien sûr, aidée par des fouilleurs de la région. Ça, c'est historique comme image parce qu'en fait, c'est la première fouille, je dirais, sur le patrimoine judéo-marocain. Une autre photo de fouille? Là, c'est à Bizmoun. Bizmoun. Avant de parler de Bizmoun, s'il vous plaît, gardez cette photo. On garde cette photo, mais avant de parler de Bizmoun, mais on la garde, on va parler de Tafouralt. Oui. C'était votre première, c'était avec une équipe, vous menez une équipe, mais votre première grande découverte? Oui, c'est Tafouralt, c'est la grotte des pigeons à Tafouralt, oui. Est-ce que vous avez découvert des parures qui dataient de 82 000 ans? À l'époque. À l'époque. En 2007, et ça a été publié par l'Académie nationale des sciences. Ça, c'est pas Tafouralt, ça c'est Bizmoun. Bizmoun. Oui, c'est Bizmoun. Non, j'ai dit ne changez pas, on garde Bizmoun, c'est pas grave, on verra après les parures. D'accord. Et là, dans cette grotte, on a commencé les fouilles en 2003. Et au début, quand j'ai voulu en fait, mener des fouilles dans la grotte des pigeons à Tafouralt, pas mal de personnes m'ont découragé pour dire non, il n'y a plus rien à découvrir. Bon, ça a été déjà fouillé. Quand on vous dit que des gens vous disent, enfin des professionnels, j'imagine, et des collègues peut-être plus âgés que vous, et qu'ils vous découragent. Qu'est-ce qui vous décourage? Non, ils disent leur avis. Voilà, on pense que. Discussion entre archéologues. Oui, tout à fait. On ne va pas dire scientifiques, parce que même les littéraires peuvent être archéologues, vous devez le savoir. Oh, bien sûr. Qu'est-ce qui vous pousse quand même à y aller? Est-ce que c'est un pressentiment?
Est-ce que c'est... Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, avant de penser à aller sur un site et le fouiller, il soit en fait, ou par exemple un site qui n'a jamais été fouillé, donc il faut lire sur la région. Il faut étudier les cartes aussi, parce que c'est vraiment très très important d'étudier les cartes. Montrez-nous les cartes, s'il vous plaît, les cartes du Maroc des plus grands sites. Il y a 2 cartes et après on revient à Bizmoun. Ça, c'est d'anciennes cartes. Oui, en fait, là, c'est beaucoup plus pour les sites, je dirais, les sites antiques, c'est-à-dire c'est les sites pré-islamiques. Pré-islamique, Voilà. c'est pas préhistorique. Non, mais, bon. Mais c'est très important. Mais c'est important. Et donc là, ce qu'il faut, en fait, d'abord, c'est lire. Vous dites c'est lire. Beaucoup lire. D'abord, lorsqu'on lit, on rend hommage à ce que les autres ont fait avant nous. C'est-à-dire qu'on ne part pas de zéro. Et deuxième chose, ça nous aide, en fait, lorsqu'on lit attentivement, on comprend facilement ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Est-ce qu'on développe un instinct? Est-ce que vous fonctionnez à l'instinct parfois? Vous savez, quand vous faites ce métier, il faut avoir du flair et de l'instinct. Flair et l'instinct, ouais. Et si vous êtes passionné, donc là, il faut les multiplier par 4 ou par 5. Et ce qui se passe, c'est que, en fait, lorsqu'on fouille dans pas mal de sites, on arrive à comprendre un peu, lorsqu'on est devant un site, où est-ce qu'il faut fouiller. Et je peux vous dire une chose, le flair et l'instinct, c'est bien. Il faut de toute façon, il faut l'avoir, il faut les avoir, ça aide beaucoup, mais c'est la démarche aussi. Donc, et chaque site, c'est vrai, une grotte est une grotte, mais les grottes ne se ressemblent pas. Et là, c'est là effectivement où l'expérience peut aider, plus que l'instinct ou le flair, pour en fait comprendre où est-ce qu'il faut fouiller, où est-ce qu'il faut planter ce qu'on appelle un sondage de reconnaissance. Et pour évaluer le remplissage, c'est-à-dire est-ce que c'est une grotte qui montre beaucoup de couches archéologiques, et dit beaucoup de couches archéologiques, donc beaucoup de traces anthropiques ou bien des traces laissées par des groupes humains. Et donc ça nous aide. Il faut aussi comprendre et apprendre comment regarder sous ses pieds. Parce que dans une grotte ou bien dans un site de plein air, il y a pas mal d'indices. Et ces indices peuvent être des silex, comme ça peut être des fragments de poterie, comme ça peut être aussi des ossements. Et donc ça, il faut avoir en fait, effectivement, là c'est à peu près le flair et l'expérience aussi. Lorsqu'on regarde ces pierres, si on arrive à les diagnostiquer rapidement, on comprend ce qu'il y a en fait en dessous. C'est ce qui s'est passé à Tafouralt, qui était une grande découverte. Ça a été découvert. De toute façon, ça a été connu avant nous. C'était aux années 40. Ça a été déjà avant nous. Donc, des gens ont fait des travaux avant nous. Oui, vous allez faire une autre très grande découverte historique, mais avant, vous allez partir à Liège pour faire en Belgique un autre doctorat en archéologie. Oui. Pourquoi vous aviez besoin de ce deuxième doctorat? C'est une histoire, en fait, de ce second doctorat. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à Bordeaux, c'est l'université Bordeaux 1. Et on dit à l'époque, on l'appelle Bordeaux 1 des sciences et technologies. Oui. Et donc, là, en fait, un doctorat en géologie du quaternaire et préhistoire, c'est beaucoup plus une démarche, je dirais, naturaliste. Oui. Et donc, c'est très strict, c'est très rigoureux, et on ne croit que ce qu'on voit, etc. Et on jure que par le terrain, par le laboratoire, etc. Et donc, côté, je dirais, interprétation de ce qu'on trouve, ça nous a beaucoup manqué. C'est un peu le côté, je dirais, anthropologique, dans le sens d'anthropologie culturelle et sociale, qui nous a manqué. Donc, je me suis inscrit, en fait, à Liège. Ça s'appelle l'Université d'État de Liège, pour préparer mon second doctorat. Et c'était avec le professeur Marcel Hoth. Et ce professeur belge, il est vraiment, c'est quelqu'un qui n'arrête pas de réfléchir. Il est très passionné par son travail, par la préhistoire. Et là, j'ai eu le privilège et l'honneur aussi de préparer ce doctorat avec lui. Et là, c'était autre chose. C'est-à-dire, mon doctorat, c'est vrai, il portait sur l'archéologie, mais beaucoup plus sur l'interprétation de ce qu'on trouve. Et donc, j'ai choisi une période qui se prête à ce type, je dirais, de réflexion.
c'est ce qu'on appelle le néolithique. Le néolithique, c'est-à-dire l'âge de la pierre nouvelle, c'est-à-dire qui est un peu, je dirais, proche de nous, Oui. de 7000 ans. Donc, vous voyez, 7000 Oui, ans. oui, proche de nous. Oui, tout est relatif. Hein. Voilà. Donc, 7000 ans, c'est la période qui a connu l'agriculture, qui a connu la domestication. La sédentarisation. La sédentarisation, Oui. la domestication des plantes, de certains des plantes et des animaux. Et là, c'est-à-dire, c'est à peu près l'émergence des sociétés agro-pastorales. Oui. Et ça m'a beaucoup intéressé et j'ai voulu voir comment les artefacts, c'est-à-dire les objets lithiques, parce que j'ai remarqué que personne, ou presque, n'a vraiment mené un travail académique solide sur ces productions, je dirais en pierre, c'est-à-dire sur les outils en pierre de cette période néolithique. Donc, j'ai préparé ce doctorat. Et c'est là où j'ai compris pas mal en fait des choses, de ce que je sais maintenant sur le néolithique, je l'ai appris en fait. Vous allez décrocher ce deuxième doctorat, vous allez revenir au Maroc. À quel moment vous avez commencé les recherches et les fouilles de Bizmoun? Bizmoun, c'est une longue histoire. Montrez-nous les photos de Bizmoun et montrez-nous les magnifiques parures de Bizmoun qui sont les parures les plus anciennes au monde, découvertes au jour d'aujourd'hui. C'est ça? Enfin, oui, tout à fait. Bizmoun, c'est une longue histoire. Parce que j'avais voulu travailler sur un autre site qui n'était pas loin de Bizmoun, qui était un peu dans la région. Oui. Et j'ai voulu, après, s'étendre sur cette zone. Oui. Finalement, pour diverses raisons, ce n'était pas possible. Et donc, je me suis dit, voilà, donc cette zone, elle a été toujours délaissée. Elle a été toujours, en fait, voilà, il y avait quelques recherches aux années 30 et après aux années 80, début des années 80 du siècle dernier. Oui. Mais jamais vraiment eu des recherches très sérieuses. Et donc là, je me suis dit, à partir de 2004, voilà, que j'allais, en fait, consacrer une partie je dirais, de mon temps, de mes recherches sur cette zone, parce qu'en étudiant les cartes, j'ai remarqué que vraiment, il est dans une zone qui peut être, voilà, qui n'est pas loin d'ailleurs de la région d'Arhamna. Donc, il fait partie, en fait, à peu près de la, je dirais, c'est le prolongement, en fait, vers le côté, je dirais, atlantique. Et surtout, la région d'Arhamna pourrait être, en fait, une zone comme une source de la matière première, c'est-à-dire une source où ces groupes humains peuvent aller, en fait, chercher les silex, parce que ça regorge de silex, de rognons, de sources, etc. Et là, je me suis dit, voilà, s'il y a un endroit où il faut aller, c'est là, parce que d'abord, il a été délaissé, je n'ai pas compris pourquoi. Et j'ai commencé en fait avec un collègue qui était mon ancien professeur à Bordeaux, il s'appelle Jacques Coulina Girard. Et c'était même maintenant, je ne sais pas si j'oserais le faire, mais si c'est à recommencer, je le ferai sans hésitation. On avait des budgets, je dirais, vraiment ridicules. Dérisoires, oui. Ah oui, mais... Et donc là, ce qu'il y avait, c'est qu'on louait en fait une voiture et on a loué en fait presque un studio. Donc lui, bon, par respect, c'était mon professeur. C'est lui qui prend la chambre. Moi, j'étais dans le canapé à l'extérieur. Et c'est parti comme ça. Et après, il y a quelqu'un, enfin une personne formidable qui est maintenant un très grand ami, qui s'appelle Philippe Fernandez, qui nous a rejoints et qui est de la même université à Aix-Marseille. Et on a commencé tous les trois, en fait, à élaborer, à mettre en place la première carte archéologique de la région d'Essaouira. Et après, je vois l'équipe qui est en train de s'agrandir, mais elle va commencer à s'agrandir à partir de 2014. Ça a pris du temps. Pourquoi? Parce qu'en 2007 et 2008, on est tombé sur plusieurs grottes dans la région de Jbel Hadid, en fait. Et à Jbel Hadid, l'une des grottes, c'est la grotte de Bizmoun. Et là, donc, j'ai commencé avec l'aide d'ouvriers locaux, en fait, à planter certains sondages juste pour voir quel est le potentiel, je dirais, archéologique de cette grotte. Et il y a ma grande, je dirais... Et belle surprise. Je suis surprise, en fait, de trouver dans cette zone des outils qui remontent à une période qui m'est très chère. C'est la période, en fait, de l'Atérien. Et c'est là où j'ai tout refermé en disant, là c'est le flair, effectivement. J'ai dit, cette grotte, elle a besoin qu'on la fouille de manière plus correcte. Combien ça a duré? Ça a duré, c'est-à-dire toute cette réflexion, c'est depuis 2008.
Et j'ai attendu jusqu'en 2011 où j'étais invité par un ami, Allah yarhamou, ça s'appelle Bar Youssef, et qui est d'origine marocaine, donc c'est un juif marocain, et qui est un grand professeur en fait, de préhistoire, renommé international, et qui était à Harvard. Oui. Il m'a invité pour venir animer un séminaire sur la préhistoire nord-africaine et aussi étudier des collections qui sont à Harvard, au Peabody Museum. Et c'est là où j'ai fait la rencontre de mon collègue maintenant, qui est de l'Université de l'Arizona, s'appelle Steve Kuhn. Et c'est parti de là, en fait, pour mettre en place un projet en 2014. Donc, ça a duré 10 ans de réflexion. 10 ans. Ah oui, il nous reste très peu de temps, mais il nous reste beaucoup de choses à dire. Alors, cette découverte, ces parures vieilles de 150 000 ans, c'était comment dire, c'était un moment clé parce que qu'est-ce que ça nous apporte comme information? Elles sont là, ce sont des coquillages. Vous avez compris que c'était des parures. Qu'est-ce que ça nous donne comme information, si on peut le dire brièvement? Parce que c'est ça le plus important. Oui, bien sûr. D'abord, ce n'est pas la première fois qu'on les découvre, mais les découvrir en fait, dans ce contexte de 150 000 ans, là, c'était la grande surprise. Au niveau mondial? Je ne l'étais pas trop. Je n'étais pas très surpris, en fait. Donc vous étiez heureux? Très heureux. Un scientifique heureux, enfin un archéologue heureux. Très heureux, surtout pour mes étudiants, parce que c'est la première fois qu'ils ont vécu un tel, je dirais, événement. D'abord de découverte, et après de réaliser que c'était quelque chose de majeur, non pas seulement pour l'histoire du Maroc, pour l'histoire aussi de l'humanité. Donc ces objets-là, c'est vrai, ils ne mesurent pas plus de 3 cm, mais ce qui se cache derrière, c'est énorme. Donc c'est en fait la symbolique, c'est l'identité, c'est peut-être l'origine du langage, parce que ce type en fait, d'objets, pour les avoir, les porter, les utiliser, les faire circuler, je pense qu'on a besoin de parler, on a besoin de communiquer. Et donc on a besoin aussi peut-être pour marquer un territoire. Et ça c'est très très important, ce qui fait que... Ça peut remettre en cause beaucoup de concepts, de données sur l'histoire de l'humanité, expliquer beaucoup de choses. Ça peut d'abord expliquer en fait ce que nous sommes maintenant. Nous sommes les héritiers de ce que ces femmes et ces hommes ont réalisé il y a 150 000 ans. C'est vraiment... C'est des génies humains. C'est quelque chose qui a bouleversé l'histoire de l'humanité. Il y a eu beaucoup de découvertes à l'INSAP. On va parler que des essentiels parce qu'il ne nous reste pas de temps. Il y a le crâne de Jebel Irhoud. Oui, bien sûr. C'est une découverte qui a bouleversé, on peut le dire, l'histoire de l'Homo sapiens. Bien sûr, voilà, c'est ce crâne-là. Et donc, ça nous a permis de repousser de 100 000 ans, c'est ça, l'âge de notre espèce? Bien sûr, parce qu'avant c'était 200 000 ans ailleurs. Et puis plaider pour l'origine panafricaine Panafricaine, d'accord, c'est-à-dire que c'est dans plusieurs endroits où il y avait l'émergence, si j'ose dire, d'Homo sapiens. Mais maintenant, tout le monde l'admet que notre région, le Maroc, en fait, a joué un grand rôle dans l'émergence de notre espèce, c'est-à-dire de nous, c'est-à-dire d'Homo sapiens. En plus des innovations, etc., enfin, d'autres innovations culturelles comme les objets de parure, etc. Et moi, vous savez, ce type, en fait, vous l'avez bien dit, on a en fait les parures, on a le crâne de Jebel Irhoud. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'exceptionnel, de particulier qui se passe en fait sur cette terre. Ce n'est pas un hasard. Absolument. Avant de passer à la dernière grande découverte, on va s'arrêter à la rubrique triptyque parce qu'il nous reste peut-être 3 minutes. Ça passe super vite. Triptyque. On va découvrir les photos que le professeur Bouzougara a choisies. Cette première photo, pourquoi? On voit le conseiller de Sa Majesté, André Azoulay, et vous, ça se passe où? Pourquoi cette photo? Ça se passe à Beit Dakira, la synagogue. Et là, je me rends souvent à Essaouira pour des raisons professionnelles, bien entendu. Mais à chaque fois que son temps le permet, donc pour voir M. Azoulay aussi,
c'est toujours un plaisir de lui parler, de l'écouter. C'est un homme de grande culture, et d'échanges avec lui sur l'histoire du Maroc, sur l'histoire des Essaouira. Voilà, et je suis un amoureux des Essaouira, c'est clair, depuis que j'étais petit. En fait, on passait les vacances là-bas. Et aussi, maintenant, avec toutes ces belles choses qu'on trouve, et je suis vraiment très heureux de contribuer à, je dirais, d'une manière modeste, à ce renouveau de cette ville, de quelque chose, un travail qui a commencé il y a un peu plus de 30 ans. Oui. Et donc, non, je suis vraiment très content, moi et mon équipe, en fait, d'où le choix de cette photo. Voilà. Deuxième photo. Là, c'est une photo en lien avec la dernière découverte, on va en parler. Bon, comme vous pouvez le voir sur la photo, donc tout le monde est heureux, tout le monde est content. J'ai choisi en fait cette photo pour dire... Parce qu'il y en a plein des photos officielles après la découverte de Chella, mais vous avez choisi celle-là. J'ai choisi celle-là. Pourquoi? D'abord au milieu, Monsieur le ministre, Excellence Mehdi Ben Saïd, ministre de la Jeunesse, de la Culture, de la Communication. Et je le dis, mais ce ne sont pas d'une manière seulement protocolaire, je dirais vraiment c'est la vérité. Vous avez apporté beaucoup de soutien? Énorme. Je suis un lauréat de l'INSAP maintenant, j'ai travaillé à l'INSAP, je suis maintenant directeur de l'INSAP. Je n'ai jamais vu un appui pareil sur le plan, je dirais, matériel, sur le plan moral aussi. Donc, Monsieur le ministre, je ne compte même pas les fois où il est venu nous rendre visite en fait, sur le chantier. Pas mal de fois, je ne compte plus. Voilà. Et aussi, il s'intéresse beaucoup au patrimoine. Peut-être qu'il aurait aimé être archéologue, qui sait? Je ne lui ai jamais posé la question, mais il était en fait à l'origine d'ailleurs des fouilles à Chella, parce que c'est lui en fait qui s'est posé cette question, et donc nous on est venus bien sûr, on a fait le travail, mais c'est vrai, parfois les grandes découvertes en fait ce sont les petites questions qui sont à l'origine de grandes découvertes. Pensez à la pomme. D'où l'importance de la volonté politique et des pouvoirs publics pour pousser justement les recherches, c'est important. On remet la photo pour voir. Pour un hommage pour professeur Khayari avec sa grande modestie. Et ce qui est, voilà, vous le voyez même maintenant, voilà, il toujours baisse la tête, mais je pense que c'est quelqu'un, enfin je suis d'abord, c'est un ami, et c'est un collègue, et on travaille ensemble à l'INSAP. Mais ce qui est intéressant avec cette photo, c'est qu'il y aurait, après les fouilles de Chella, il y aurait un avant et un après. C'est clair. Parce que c'est la première fois qu'on a en fait avec une équipe marocaine. C'est très important parce que M. Khayari a parlé de souveraineté archéologique. Voilà, il a tout à fait raison. Et donc c'est la première fois qu'une équipe marocaine effectue une telle découverte et effectue de telles, je dirais, fouilles. Et ça, c'est très important, pas seulement pour nous, mais aussi pour la nouvelle génération. Absolument. On va passer à la dernière photo du triptyque pour parler de la découverte de Chella. Troisième photo, pourquoi ce livre, Le nom de la rose? J'adore ce livre. Le style d'abord, le monsieur aussi, Umberto Eco, et manière, j'aimais beaucoup en fait, je dirais, manière d'investigation, de recherche, de découverte, et à la fin, je dirais, c'est la tolérance contre, je dirais, l'obscurantisme. Exactement. Et donc, à tel point que cette bibliothèque, malheureusement, en fait, s'est brûlée. Mais on voit à quel point des gens qui prêchent, peut-être, ils croient qu'ils prêchent la pureté, qu'ils peuvent en fait commettre de l'irréparable. Oui. Et donc là, on le voit dans c'est vraiment une leçon en fait je dirais très intéressant, très important. C'est l'un des plus beaux peut-être romans policiers, parce que c'est pas pas policier. C'est vrai. Comment dire, c'est oui, d'investigation, mais à l'époque dans un monastère, c'est génial, c'est génial. On va revenir, on n'a plus le temps, on va revenir à la belle et grande découverte du Chella. On voit des photos de la cité portuaire antique. Là, c'est la magnifique statue. Oui. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas découvert une statue
Depuis les années 60. Je pense qu'on n'était même pas nés, moi et Sel Khiari. Et donc, et là... Donc, vous devriez être comme des enfants devant cette statue. Je peux pas vraiment vous décrire la joie qui a régné en fait au chantier. Nous, les ouvriers, tout le monde en fait, les étudiants, quand on était là, c'était merveilleux ce qui s'est passé ce jour-là. Et après, voilà, donc avec... Oui, la photo officielle. Voilà, photo avec monsieur le ministre, monsieur le conseiller, les deux monsieur conseillers, monsieur l'ambassadeur d'Italie, et bien entendu mon ami et collègue Abdelaziz El Khiari avec cette statue. Et c'est pour la première fois, encore une fois, qu'elle a été découverte par une équipe marocaine. Marocaine. Voilà. Ça, c'est le site. Et maintenant, ça m'a rassurée parce que toute la zone, parce que c'est à l'extérieur de l'enceinte de Chella, est protégée. On n'y touche plus. Vous savez, sauf pour des recherches. Oui, dès le début, en fait, monsieur le ministre a débloqué les fonds qu'il faut. D'abord pour protéger le site, pour nous permettre de travailler dans d'excellentes conditions. Et avec aussi, je dirais, de moyens technologiques aussi. Oui. Et ça, c'est important. Donc, comme j'ai dit, il y aura pour cette histoire de Chella, il y aura un avant et un après. Quelque chose de très important avant de passer de Chella, parce qu'on a fini l'émission malheureusement et on a encore beaucoup de choses à dire. Oui. Alors au Maroc, l'archéologie est régie par une loi, la loi 2280. Oui. Est-ce que cette loi devrait être revue justement peut-être pour la prévention? Qu'est-ce que vous pensez? Elle est en cours de révision? Bien sûr, elle est dans la phase, je dirais, la phase finale de cette révision avant qu'elle ne soit, lancée dans le processus d'adoption. Oui. Et il y a effectivement, en fait, et c'est mentionné, l'archéologie préventive. Oui, l'archéologie. Cette archéologie préventive, on le voit, le Maroc se développe à grande vitesse. Et donc ce développement, il est bénéfique, bien sûr, pour le pays, pour l'économie, pour la société. Mais les archéologues, avec maintenant cette nouvelle génération d'archéologues qu'on forme à l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine et ailleurs aussi, sont conscients que l'archéologie ne s'oppose pas au développement. Et donc, on est en train, en fait, effectivement, de former aussi des préventistes. Absolument. Alors, j'avais dit la dernière, c'est l'avant-dernière, parce que la dernière, quel développement de recherche, où est-ce qu'on en est? Je sais que maintenant, il y a des choses extraordinaires qui se font, comme le séquençage du génome. D'ailleurs, le prix Nobel cette année, il l'a eu justement avec des travaux sur le séquençage du génome. C'est votre rêve à vous? Que vos étudiants travaillent avec ces techniques-là? Oui, pas moi, malheureusement. Je ne pense pas. Et je n'aspire pas à ce prix, c'est clair. Mais, pourquoi pas? Qui sait? Je ne le pense pas. Donc, mais de toute façon, ce qui s'est passé, pour l'anecdote, le professeur Svante Pabo qui a travaillé sur le génome des néandertaliens. A co-signé un article avec nous sur le plus ancien ADN fossile en Afrique. Donc, elle était aussi co-auteur de cette publication. Et vous savez, ça fait rêver nos étudiants. Et on peut dire que c'est toujours possible. Avec l'archéologie, vous pouvez aussi avoir un prix Nobel. C'est bien pour eux. C'est bien pour le pays, c'est bien pour la science, c'est bien pour le patrimoine. Oui. Et moi, je pense que ça va arriver. Si ce n'est pas avec l'archéologie, ça va être avec autre chose. Dans un autre domaine. La physique ou la chimie ou la médecine. Oui. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on voit, pas seulement en archéologie, on voit que il y a vraiment un grand développement de. Et vous avez de grandes ambitions pour l'INSAP et pour l'archéologie de façon générale? Vous savez, il faut toujours avoir des ambitions à la hauteur des moyens qu'on a. Et donc, les moyens, maintenant, ils sont là. Ils sont là. Ah oui. Rassurez-moi. Et là, ces moyens, je ne sais pas, ils se sont multipliés. Enfin, le budget, il est multiplié par, je ne sais pas, 4. Et je pense qu'avec ces découvertes, ça va encore booster les recherches archéologiques. J'espère. Pas seulement au Maroc, mais on assiste. Vous savez, les missions de l'INSAP sont très claires. Elle a 2 missions principales, à savoir la formation et la recherche, et aussi le partenariat international. Mais dans ce partenariat, il faut voir en fait notre ouverture sur, je dirais, sur notre continent. Et ça, c'est quand vous avez parlé du séquençage de génome, je rêve en fait que ça se passe ici à l'INSA, parce qu'avec l'appui de notre ministère, on est en train en fait de créer plusieurs laboratoires. Et le laboratoire dont je serais vraiment très fier, c'est celui
de laboratoire de biologie moléculaire, c'est-à-dire pour l'ADN fossile. Oui. Et ça, c'est vraiment très important parce que ce sera non seulement au service du patrimoine national, mais aussi au service du patrimoine africain. Oui, c'est ce que tout le mal que l'on souhaite pour notre pays. Dernière rubrique, le chef-d'œuvre. On découvre le chef-d'œuvre du professeur Bouzougad. Vous avez choisi un chef-d'œuvre qui n'a rien à voir avec l'archéologie, le satellite Mohamed VI. Pourquoi? Parce que juste pour dire, si on est arrivé à ça, c'est qu'on a une profondeur historique de plusieurs réussites. Et ces réussites, elles ont commencé bien sûr avec Homo sapiens il y a 300 000 ans, un peu plus de 300 000 ans. Et avec ces découvertes, je dirais, des objets symboliques de parure et qui vont en fait faire tache d'huile un peu partout dans le monde entier, depuis 150 000 ans, c'est ici aussi que nous avons les plus anciennes traces de la sédentarisation au monde. C'est ici aussi où a été réalisée la plus ancienne opération chirurgicale au monde. Oui. Vous voyez, il y a plusieurs, en fait, un processus de réussite, une avalanche de réussite. Donc pour arriver à ça, ça veut dire que voilà, que c'est pas un hasard. Oui. C'est-à-dire qu'il y a en fait le génie, il est dans cette terre et par ces femmes et par ces hommes. Et tout est lié, la Tout préhistoire, le satellite, explorer l'espace et tout est... Ça nous rend fiers, mais ça ne nous surprend pas. Non. Voilà. Merci beaucoup, professeur Bouzougad, archéologue et directeur de l'INSAP. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez partagé avec nous et j'espère que cette passion sera contagieuse pour les générations actuelles et futures et qu'ils s'intéresseront de plus en plus à l'archéologie et aux autres sciences aussi. Ah, bien sûr. À toutes les sciences. Merci, cher monsieur. Et à très bientôt, j'espère. Et bon courage dans vos recherches. Merci, madame, monsieur. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Midi TV. À la semaine prochaine.